L'année 2020 est considérée comme l'année de Gaulle, car celui que le président René Coty qualifia de premier des Français est célébré à travers 3 anniversaires. Le 130e anniversaire de sa naissance à Lille, le 22 novembre 1890, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 et le 50e anniversaire de sa disparition à Colombey-les-Deux-Églises le 9 novembre 1966. Chers amis, bonjour. Quand on évoque aujourd'hui Charles de Gaulle, un certain nombre de faits saillants de sa vie nous reviennent en mémoire. Son souci de l'utilisation des blindés dans la stratégie militaire en 1939, sa volonté de continuer la lutte en Grande-Bretagne contre l'occupant nazi en 1940 et son action à la tête de la France libre, son retour aux affaires en 1958 et la fondation de la Ve République dont il sera le premier président. Son choix d'accepter l'indépendance de l'Algérie pour mettre fin à une guerre sanglante, son action internationale pour rendre sa grandeur et son indépendance à la France, puis enfin son départ après mai 68 et un référendum perdu. Mais une période de sa vie est méconnue et peu évoquée, celle de la Grande Guerre. Or, Charles de Gaulle a participé au combat du premier conflit mondial et a été plusieurs fois blessé. En août 1914, la guerre, dont le spectre ne cessait de hanter les conversations des Français depuis l'assassinat en juin du prince héritier d'Autriche, François Ferdinand, à Sarajevo, devenait une réalité. Par le jeu funeste des alliances, la France, l'Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni, puis bientôt l'Europe entière entrait en guerre. C'est la plus monumentale ânerie que le monde ait jamais faite, écrira à propos du déclenchement du conflit le maréchal Lyautey. Comme tous les jeunes Français, les 4 fils d'Henri et de Jeanne de Gaulle, une famille de la bonne bourgeoisie française, originaire de Champagne, furent mobilisés. Ils étaient prêts à verser leur sang pour la patrie, mais le plus motivé était sans doute Charles, qui depuis l'enfance rêvait de gloire militaire. Il a alors 23 ans et vient de sortir de Saint-Cyr, et c'est avec un grand enthousiasme que le jeune lieutenant part à la tête d'une section du 33e régiment d'infanterie d'Arras, commandé par un certain colonel Philippe Pétain, qu'il avait rencontré la première fois en 1912. Pétain avait alors deviné les grandes qualités de Charles de Gaulle, qualités intellectuelles et qualités de chef. Quant à de Gaulle, il admirait le soldat, même si, dès le début, il ne sera pas d'accord avec sa doctrine défensive, étant plutôt disciple des théories de Foch, qui pensait qu'avec la volonté, on pouvait tout renverser. Toutefois, dès cette première rencontre, un lien fort va unir les 2 hommes, et de Gaulle deviendra même, dans les années 20, le collaborateur préféré de Pétain. Pour en revenir à 1914, le jeune lieutenant de Gaulle se fait remarquer très vite par sa témérité sur le champ de bataille, mais il est blessé dès son premier combat à Dinant le 15 août. Nommé capitaine en janvier 1915, il éblouit tous les jeunes soldats qui l'approchent. En histoire, rapportera le général André Boffre dans l'un de ses livres, le capitaine de Gaulle, jeune, élégant, avec de hautes bottes jaunes, des culottes collantes et une tenue bleu pastel, plein de dignité déjà, nous expliquait en langage noble Richelieu, Mazarin
et le traité de Westphalie. En mars, il est blessé une seconde fois en Champagne. Puis, un an plus tard, en mars 1916, il est envoyé avec sa compagnie, la 10e, en première ligne à Douaumont. Il est chargé de la défense de la partie gauche du village. Depuis février, avait débuté une formidable offensive allemande sur la rive droite de la Meuse. Un déluge de fer et de feu s'était abattu sur les défenses de Verdun. Dans la mémoire collective, Verdun reste la plus grande bataille de la guerre de 1914-1918 et 1916, c'est l'année terrible, l'année de l'enfer de Verdun. La 10e compagnie est pulvérisée. Toute liaison vers l'avant comme vers l'arrière est impossible. Le téléphone est coupé. Tout agent de liaison envoyé est un homme mort, rapportera son colonel. Le dernier me reviendra blessé, me disant que les Allemands sont à 20 mètres de nous. Revolver au poing, nous nous préparons à défendre coûte que coûte cette voie d'accès. La 10e compagnie, bien qu'exsangue, parviendra néanmoins à repousser les assaillants, mais d'autres reviennent à la charge. Les bombardements se multiplient, l'ennemi est partout. Les combats féroces font de nombreuses victimes. Bientôt, ils ne sont plus qu'une trentaine d'hommes à résister. Le capitaine de Gaulle tente bien une percée, mais en vain. Et finit par rouler dans un trou d'obus occupé par les Allemands. L'un d'eux lui porte alors un coup de baïonnette. La lame pénètre au tiers supérieur de la cuisse gauche pour ressortir au tiers moyen de l'autre côté. De Gaulle perd aussitôt connaissance et il est laissé pour mort dans la boue de Douaumont. La citation accompagnant la proposition de son colonel pour la Légion d'honneur est rédigée par Philippe Pétain, général depuis septembre 1914. Le capitaine de Gaulle, commandant de compagnie, réputé pour sa haute valeur intellectuelle et morale, alors que son bataillon subissait un effroyable bombardement, était décimé et que les Allemands atteignaient sa compagnie de tous côtés, a enlevé ses hommes dans un assaut furieux et un corps à corps farouche, seule solution qu'il jugeait compatible avec son sentiment de l'honneur militaire. Est tombé dans la mêlée, officier hors pair à tous égards. En réalité, contre toute attente, De Gaulle n'est pas mort. Il est bien vivant, mais il est désormais prisonnier de guerre. D'abord envoyé à l'hôpital de Mayence pour y être soigné, il est transféré, à peine remis, en Westphalie, à Osnabrück. Dès son arrivée, il caresse le projet de s'échapper en barque sur le Danube, à la barbe des Allemands. Mais ses geôliers ont vent de ses desseins et l'expédient dans un camp de Silésie, d'où il tente une nouvelle fois de s'échapper. Mais le trou qu'il a commencé à percer dans le mur de sa prison est découvert. Pour De Gaulle, faire son devoir, c'est tenter de s'évader. C'est même pour lui un devoir impérieux, le premier des devoirs. Il passera durant toute la guerre par une dizaine de camps et courageusement, avec obstination, il multipliera les tentatives de fuite. En même temps, il laissera libre cours à sa réflexion, réfléchira sur tout ce qu'il a vu, l'enfer des tranchées, le courage des soldats, les forces, mais aussi surtout les faiblesses du commandement français, la stratégie de l'armée allemande, et il se forgera un credo, ne jamais cesser le combat. Ainsi se façonnera le caractère de celui qui dira « Non,
au défaitisme en 1940, au point même qu'on peut se demander si De Gaulle serait devenu De Gaulle s'il n'avait pas été fait prisonnier durant la Grande Guerre. En octobre 1916, il finit par être expédié dans un camp de disciplinaires où sont enfermées les fortes têtes qui ne songent qu'à s'évader, dans le fort de Ingolstadt, en Bavière, dont les défenses naturelles, une garde renforcée et un régime exceptionnellement sévère ne pouvaient que dissuader les plus téméraires. Il y croise le futur général Georges Catroux, l'aviateur Roland Garros et le futur maréchal soviétique Mikhail Tukhachevski, dont il partage la cellule et qui sera un proche de Staline dans les années 30. De Gaulle est alors très atteint moralement et dans une lettre adressée à sa mère décrit sa situation de captif comme un lamentable échec. Il commence à douter. Il perd confiance en lui-même et se désespère. La fin de l'espoir est le commencement de la mort, dira-t-il plus tard. Mais ces moments de doute ne durent guère. Il n'est pas homme à baisser les bras. Il lui faut absolument s'en sortir. Mais le fort d'Ingolstadt n'est décidément pas du tout propice à l'évasion. Alors il se résigne, ou feint de se résigner dans l'espoir d'être transféré dans un camp moins sévère. Et il y parvient. Ce sera la forteresse de Rosenberg, un ancien château fort perché au sommet d'un piton très escarpé. Et là, il met sur pied un plan d'évasion particulièrement périlleux avec 3 camarades bien décidés comme lui à tenter l'exploit, consistant à escalader puis à descendre une paroi à pic le long d'une corde, et ils y parviennent sains et saufs. Malheureusement, après 10 jours de cavale dans la campagne, ils sont repris dans un pigeonnier où ils s'étaient réfugiés pour la journée afin de reprendre haleine. De Gaulle sera à nouveau transféré dans un autre camp. Sa dernière tentative d'évasion est de toutes la plus rocambolesque et sans doute la plus méconnue. Elle s'est déroulée en juin 1918, alors qu'il était incarcéré au camp de Wurzburg. Elle nous est racontée avec tous les détails par l'un de ses compagnons de captivité, Fernand Plessis. Voici le récit savoureux de cette étonnante évasion, digne de celle de Casanova, ou plus près de nous du désormais célèbre Carlos Ghosn. Une évasion particulièrement audacieuse dans un panier de linge sale. De Gaulle opta pour la ruse et comptait sur la fertilité de son imagination pour lui fournir un moyen de sortir par la porte. Son plan était simple. Chaque semaine, une corvée de soldats français, escortés par 2 sentinelles, descendait le panier de linge sale de Wurzburg à la blanchisserie de Weissenburg. Ce panier était assez vaste pour contenir De Gaulle et ses longues jambes. Il était cadenassé et seul le fourrier et la blanchisseuse en possédaient la clé. Mais truquer les charnières était un jeu pour les professionnels de l'évasion. Le point délicat était de sortir du panier sans être vu. De Gaulle se renseigne auprès des hommes de corvée. Le répit dont il disposerait lui parut suffisant. Avec de l'oreille et un peu de chance, il devait réussir. Dans la matinée du 3 juin, tout se passe comme prévu. Après avoir cadenassé le panier, le fourrier partit chercher les sentinelles d'accompagnement. Son absence pouvait durer de 5 à 10 minutes. Dès qu'il eut disparu,
Le capitaine de Gaulle, accompagné de 2 spécialistes du Canari, c'est ainsi que l'on appelait ceux qui fabriquaient le matériel nécessaire aux évasions, entra dans le local où les 2 hommes de corvée attendaient auprès du panier. En 2 coups de pointe, les canaristes chassèrent de leur logement les axes des charnières. Le panier, ainsi ouvert, fut prestement vidé de son contenu que les hommes de corvée remportèrent à la buanderie. Pendant ce temps, De Gaulle s'installait de son mieux dans le panier. Les canaris refermèrent le couvercle et remplacèrent les axes des charnières par un câble souple en acier peint aux couleurs de l'osier. Ils passèrent les extrémités de ce câble à travers le panier, de manière que, à l'intérieur, De Gaulle put les saisir et les réunir dans sa main. Puis ils s'éclipsèrent. Quand les hommes de corvée revinrent avec la charrette, les Allemands arrivaient déjà. Le chargement et le transport à Weissenburg s'effectuèrent sans incident. Déposés sans ménagement, sur la recommandation de Gaulle à ses porteurs, il ne voulait pas que des précautions inhabituelles puissent attirer l'attention des sentinelles. Dans le couloir de la blanchisserie, De Gaulle attendit le moment propice. Comme tout fut redevenu silencieux, il tira sur l'extrémité du câble pour dégager les charnières. Il souleva le couvercle sans difficulté et put sortir du panier sans être vu. Il prit aussitôt la route de Nuremberg où il comptait prendre le train. La liberté. La liberté, enfin. La liberté qui, dit-il, est la base de notre civilisation. Fernand Plessis nous dit qu'il comptait prendre le train. Son intention était en effet de sauter dans un train en direction d'Aix-la-Chapelle, mais un train de nuit, sachant que les trains de nuit étaient toujours beaucoup moins contrôlés que les convois de jour. À la chance lui souriait cette fois-ci, de bout en bout. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est cette violente grippe intestinale qui allait le saisir inopinément et le décida à prendre le premier train qui se présenterait sans attendre la nuit. Le voici donc debout, dans le couloir, un bandeau sur la bouche, comme s'il souffrait d'une fluxion, pour éviter, je cite, les bavardages des voisins. Ah certes, il ne passait pas inaperçu avec sa grande taille, mais tout semblait marcher au mieux jusqu'à ce que 2 policiers pénètrent subitement dans le wagon où il se trouvait. L'un se tenait à une issue, pendant que l'autre demandait à chacun ses papiers. Et voilà comment le fugitif, une fois encore, sera repris. Il sera ramené aussitôt à Wulzburg, et nul doute qu'une fois encore, comme après chacune de ses évasions, il allait encourir une punition d'au moins 60 jours d'arrêt de rigueur. Mais cette fois-ci, pourtant, il ne les fera pas, car l'armistice du 11 novembre est signé avant l'exécution de sa peine. Et quand la nouvelle atteindra Wulzburg, le soir même, De Gaulle avait disparu. Et il retrouvera les siens le mois suivant. Il est heureux, évidemment, mais il est aussi déprimé. Il gardera toute sa vie un souvenir amer de ses presque 3 ans de captivité, estimant être un revenant, un soldat inutile qui n'avait servi à rien dans les moments les plus sanglants de notre histoire. Et la croix de la Légion d'honneur, qui lui est attribuée le 23 juillet 1919, puis la croix de guerre avec étoile d'argent, ne suffiront pas à ramener la sérénité dans son esprit. Alors,
il postulera simultanément pour un engagement dans l'armée d'Orient et dans l'armée de Pologne et obtiendra son détachement auprès de celle-ci. L'évasion rocambolesque de juin 1918, dans un panier de linge sale, du capitaine de Gaulle, que je vous ai raconté, marqua beaucoup les esprits dans toute la Bavière, et en particulier ceux des habitants de Weissenburg. Et pour vous en apporter la preuve, je terminerai en vous signalant un fait que je crois assez unique dans l'histoire. Le 30 mars 1995, le conseil municipal de Weissenburg décida à l'unanimité de donner à une rue voisine du chemin emprunté par le capitaine fugitif dans son panier de linge sale, 77 ans plus tôt, le nom de Charles de Gaulle Strasse. Je vous remercie.